En mai 2021, dans un petit village des Cévennes, Valentin Marconne, 29 ans, abat son patron et un collègue de travail de plusieurs coups de feu en pleine tête. Et il s'enfuit dans les bois. Sa traque va tenir en haleine toute la France. Pourquoi Valentin Marconne les a-t-il tués? Il était persuadé qu'ils lui voulaient du mal. Ouvrons ensemble la code B du dossier d'instruction de Valentin Marconne. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Cote B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Ondelatte raconte. Cote B sur Europe 1. Le 11 mai 2021, vers 8h du matin, Valentin Marconne embauche dans la scierie du village des Plantiers, dans le Gard, où il travaille depuis 3 ans. Il croise son patron, Luc Tessonnière. « On dit Valentin, tu es pas beau jour? T'es mal luné ou quoi? Ferme ta gueule !» Et là arrive un collègue, Martial Guérin. « Oh Valentin, t'as un sérieux problème toi ?» Et là, Valentin Marconne dégoupille. Il ouvre sa veste et il sort un pistolet. Pan, pan, pan. Il vient de tuer son patron et son collègue. Et puis il se tourne vers un autre employé âgé de 16 ans à peine. « Toi t'es gentil. Je te laisse la vie sauve. » Et puis il s'enfuit. Il s'arrête chez lui et il annonce à sa femme: « Voilà, j'ai fait ce que je devais faire. » Et il part se terrer dans les bois. Un homme en a tué 2 autres dans une scierie et il a pris la fuite. Les écoliers ont été renvoyés chez eux, les habitants sont priés de ne pas sortir. La traque a débuté dès le début de la matinée. Elle est d'une ampleur inédite, dans les Cévennes. Un voisin nous raconte la manière dont il a été prévenu. Des voisins qui m'ont appelé pour me dire de me calfeutrer parce que, en fait, c'est les infirmières qui font les tournées le matin de bonne heure qui ont été informées les plus rapidement. Et ma voisine, elle est infirmière, tout ça, donc ils m'ont tout de suite appelé en me disant: vite, calfeutrez-vous chez vous, il se passe des choses à la scierie. L'homme a fui dans la forêt, il est toujours armé. D'importants moyens sont actuellement déployés. Il s'agit d'un dispositif extrêmement important qui intègre des unités spécialisées, qui intègre des équipes cynophiles. On a également des hélicoptères. Le père de l'assassin est un copain de collège. Et je lui dis, je reste à ta disposition, bien évidemment, si tu as besoin de quoi que ce soit. Maître Florence de Prato, avocate de Valentin Marconne. Et pendant 4 jours, j'ai fait un petit peu la psy auprès de son père, qui pleurait, qui avait peur. Il me dit, mais ils vont le tuer et tout. Je dis, non, c'est des grands professionnels, rassure-toi. Le GIGN, il tire pas comme ça sur les gens, sauf si véritablement ton fils les remet en difficulté et se met à tirer sur eux. Les enquêteurs le qualifient d'adversaire déterminé. Ils se sont donc équipés en conséquence. Depuis maintenant 36 heures, le tueur présumé de la scierie est introuvable. Les 300 militaires déployés et les hélicoptères équipés de caméras infrarouges ne parviennent pas à localiser le fugitif. Sur un périmètre de 15 km², chaque bergerie, chaque grotte est fouillée. Pour l'instant, sans succès. Le fugitif connaît parfaitement les lieux. On est sur un terrain de montagne particulièrement escarpé, densément boisé. Le but pour nous, c'était de l'interpeller vivant pour le remettre à la justice. Guylain Reddy, commandant du GIGN. Bien évidemment,
Le cas d'usage des armes est extrêmement réglementé. Il n'y avait aucune raison de tirer, mais c'était une hypothèse qui était fortement envisagée, hein, c'est-à-dire que l'individu, ce qu'on appelle nous le suicide by cop, n'ait pas peut-être le courage de se suicider et force, entre guillemets, les forces de l'ordre à lui tirer dessus en ripostant, c'est-à-dire que si lui avait ouvert le feu en premier, malheureusement on aurait été obligé de riposter. Alors nous, on se concentre sur ce qu'on appelle les points chauds. Le but, c'est de faire prendre un minimum de risque pour les forces de sécurité intérieure engagées. Donc dès qu'il y a un point particulier susceptible d'héberger Monsieur Marcon, c'est le GIGN qui va faire les vérifications avec un maximum de précautions. Son père, il habite à côté de Nîmes, donc il va se rendre dans ce petit village qui est un tout petit hameau au fin fond des Cévennes, à 1h30 de route après Alès. Il va être arrêté évidemment par tous les barrages de gendarmerie qui sont mis en place en cordon de sécurité. Il va dire qui il est et il propose son aide au GIGN pour dire écoutez, moi je suis prêt à vous aider à le chercher, vous donner des idées de là où il a l'habitude de partir, pêcher ou se promener ou pique-niquer avec sa femme ou se promener tout simplement ou aller tirer parce qu'il met bien aussi tirer dans la montagne seul avec des cibles contre des arbres. Voilà, donc son père va pendant 4 jours être en contact direct permanent avec le GIGN. Et au bout du 4e jour, le directeur du GIGN lui dit écoutez, on va faire un appel vocal avec le porte-voix. Écrivez-moi un message le plus court possible, mais le plus touchant possible. Valentin, c'est papa. On t'aime. On a besoin de toi. J'ai eu la garantie qu'il n'y aura pas feu, si tu te rends maintenant. Mon fils, fais-moi confiance. Nous sommes tous avec toi. Bisous, papa. Les tout derniers instants, l'individu qui, je pense, était vraiment à bout, hein. Il est extrêmement fatigué, il avait soif, il avait faim. Donc, spontanément, il se rend aux forces de l'ordre qui étaient en bouclage et qui empêchaient cet individu de revenir éventuellement au village commettre d'autres méfaits. Et il avait laissé ses armes dans sa cache. Il était venu juste avec son gilet pare-balles, peut-être avec la crainte qu'on lui tire dessus. Bien évidemment, ce n'est pas le cas du tout. Donc, on n'est pas non plus surpris qu'il arrive à une reddition comme ça avec des excuses. Après 4 jours de traque, la pression était trop forte pour Valentin Marcon. L'homme de 29 ans soupçonné d'avoir abattu son patron et l'un de ses collègues s'est rendu hier aux autorités. Il se terrait, il s'était camouflé donc dans ce terrain extrêmement hostile et on pouvait passer à quelques mètres de lui. Probablement que ça a dû se passer à quelques dizaines de mètres. Et donc quand on l'a récupéré, il était extrêmement affaibli, hagard, disant « Excusez-moi, je me rends, excusez-moi, je me rends ». Il a fallu donner à boire et à manger. Et Valentin Marcon qui est maintenant en garde à vue pour répondre d'accusations d'assassinat. Il ne s'est pas rendu après avoir entendu le message de son père. Il s'est rendu parce qu'il était à bout. Il n'avait pas mangé pendant 4 jours, il a bu que de l'eau. Alors déjà qu'il n'est pas très résistant physiquement, c'est pas un Rambo, hein, contrairement à ce qu'on peut dire certains médias de la presse écrite. Il est tout frêle, hein, il mesure 1m65, il est extrêmement mince, hein, il pèse 50 kilos, voilà, c'est quelqu'un de très maigre, de très sec. Il était épuisé physiquement et intellectuellement par l'horreur des actes qu'il avait commis 4 jours avant. Et là, il va nous dire bonjour, il va répondre avec une voix, vous savez, d'adolescent qui a pas mué, hein, une voix très très frêle, très aiguë. Et il se présente, il parle comme un enfant, en fait. Il dit « Bonjour, je m'appelle Valentin Marcon », il a une voix un peu nasillarde. Et moi, il me connaissait pas. Et comme il est quand même complètement anéanti par les médicaments, on a quelques difficultés à le capter, quoi, à mettre en place une relation de confiance. Moi, je m'attendais à voir un Rambo en face de moi et je vois apparaître cette espèce de gamin, quoi. Avec des petites lunettes rondes, avec un petit bouc, une moustache, avec une apparente myopie et puis avec un aspect plutôt ralenti et chétif. Alain Penin, expert psychologue. C'est un garçon qui a 30 ans au moment où je l'examine.
qui va grandir en famille. Il y a un père qui est infirmier libéral, il y a une mère qui est femme de ménage, il est l'aîné de sa fratrie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il grandit en milieu familial, mais sans aucune difficulté, quoi. On va chercher souvent, nous les experts, dans la famille et dans les premiers moments, des éléments de fragilisation. Ici, il n'y a rien du tout. On a l'impression qu'il a eu une enfance lisse. Mais lorsqu'on commence à parler, moi je lui parle de sa scolarité par exemple. Je lui dis alors, t'étais à quelle école, comment ça se passait à l'école communale, tout ça. Et déjà à l'école communale, il est plus frêle que les autres, il est petit, il est maigrichon, donc il a un petit peu tendance à ce qu'on se moque de lui, pas plus. Au collège, ça va un peu plus se durcir parce qu'au collège, il est en adolescence, préadolescence, etc. Comme souvent les adolescents, on va se retrouver à une période de notre vie pas bien dans sa peau, un peu boutonneux. C'est pas le Brad Pitt du collège, vous voyez ce que je veux dire. Donc il va commencer à être un peu la risée des copains parce qu'il est pas super beau gosse, un peu boutonneux et on se moque de lui. Code B6. Expertise psychiatrique du docteur Laurent Layet. Monsieur Marconne vit douloureusement ses années de scolarisation. Il est victime de brimades, de moqueries, voire de harcèlement. Il nous confie « Au collège, à l'arrêt de bus pendant 2 ans, j'ai servi de cime. On s'amusait à me jeter des cailloux. J'étais le plus petit. Ils avaient l'avantage. » Il va se replier sur lui-même. C'est un garçon qui, dès le départ, aura très peu de copains. Parce qu'il a peur de l'autre, il a peur qu'on se moque de lui, il a peur de tout ça. Il arrive au lycée, les moqueries, les railleries continuent, et un jour, là, il va commencer à imploser pour la première fois. Il y a 2 garçons qui font du rugby, qui sont de sa classe, se moquent de lui, l'humilient. Et là, il supporte pas. Et là, il les regarde, et il leur dit « Je vous donne rendez-vous devant le lycée ». Et là, incroyable, le petit jeune qui a jamais fait parler de lui, etc., il va les sécher, il va les mettre raides. Parce que parallèlement, il va essayer de surmonter son complexe physique par l'exercice et la pratique de nombreux sports, dont des sports de combat. Comme il m'a dit avec ses mots simples, je les ai séchés devant le lycée et à partir de là, je me suis fait respecter et on m'a jamais plus embêté. Voilà cette personnalité, donc très introvertie, quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice et qui va se construire comme ça, et tout ce qui arrive de l'extérieur est potentiellement en fait une agression. Cette psychorigidité va se nourrir du fait qu'il est très introverti, qu'il ne s'épanche pas. Ses parents l'ont su après qu'il avait été harcelé au collège et qu'il y avait eu cette altercation devant le lycée. Code B6. Expertise psychiatrique du docteur Laurent Layet. Valentin Marconne redouble sa seconde générale en internat avant d'être admis en MFR, maison familiale et rurale, poursuivant sa scolarité en section sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, obtenant à 19 ans le baccalauréat. Il enchaîne avec un BTS technique physique pour l'industrie et le laboratoire, échouant au diplôme dans un premier temps et l'obtenant finalement au bout de 3 ans. Valentin Marconne envisageait une licence en alternance, mais finalement ne trouve pas de stage. La première fracture va être le divorce de ses parents. C'est un divorce qui va durer sur 4 ou 5 ans, c'est énorme pour un divorce. Il va être aux premières loges et dès qu'il va pouvoir partir du milieu familial, il va le faire. C'est pour ça qu'il va partir à 18-20 ans et qu'il va se retrouver au fin fond des Cévennes à rencontrer celle qui allait devenir sa femme et avec qui il va fonder une famille. Code B10. Expertise psychologique d'Alain Penin. Sur le plan affectif et relationnel, Valentin Marconne s'est marié à l'âge de 22 ans avec sa compagne qui travaille dans une maison de retraite. Au bout de 6 ans de mariage, le couple a donné naissance à une petite fille.
Donc, il n'a eu qu'une compagne et qu'une seule partenaire qui est devenue son épouse. Il est heureux en ménage, il est fidèle, il n'a aucune difficulté, il n'a aucun problème sur le plan de la vie relationnelle, il n'a aucun problème sur le plan de sa vie affective, il n'a aucun problème sur le plan de sa vie sexuelle. Tout va bien. Et elle est déjà issue des Plantiers. Et donc, quand il décide de se marier, il décide de faire sa vie auprès d'elle. Alors, les Plantiers, c'est un hameau, c'est même pas un village, c'est un hameau. Il y a 259 habitants, donc vous imaginez comme c'est petit. Tout le monde vit les uns sur les autres et tout le monde se connaît. Mais lui, il va arriver dans ce village comme un peu un étranger qui arrive de la grande ville qui est Nîmes et qui va se marier avec une locale. Voilà, ça commence comme ça. Il va travailler un petit peu dans le bâtiment, il va faire de l'enduit, de cloison, mais ça ne motive pas, ça n'intéresse pas du tout. Ensuite, il va travailler pour l'entreprise Haribo, celle qui fabrique des bonbons, là, il va devenir fabricant de dragées. Et puis, il va devenir employé communal, où il va être chargé de la voirie et de l'entretien d'une station d'épuration. Il va prendre le rôle de son beau-père, c'est-à-dire qu'il va être cantonnier, il va être homme à tout faire dans la mairie. Quand il y a des arbres qui tombent sur la route, il va aller couper les arbres, il va repeindre l'école quand il faut repeindre l'école, enfin toutes les prérogatives d'une mairie pour l'entretien de son territoire. Et ce n'est que par la suite qu'il va être recruté par la scierie du Plantier en qualité de scieur. Son problème, c'est que il va assez vite présenter des comportements assez particuliers parce que il est comme ça un petit peu anxieux. Et puis ça va se focaliser au plan professionnel parce que il va acquérir la conviction que son employeur allait le renvoyer. Il va échafauder comme ça tout un système de raisonnement, tout un système de conviction qui vont l'amener à cet état d'hostilité et cette conviction qu'on allait lui vouloir du mal, qu'il y avait une hostilité énorme à son endroit. Il s'est senti donc effectivement complètement dédaigné, il s'est senti parfaitement blessé et il a accumulé un petit peu à la manière d'une cocotte minute, laissé monter une pression très importante. Il a accumulé des éléments qui sont des éléments de rancune tenace qui, à mon avis, après, se sont libérés pour un motif parfaitement futile. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de Code B dans un deuxième podcast déjà disponible sur votre plateforme. Je m'attendais à voir une certaine posture, voire une certaine stature. Et d'emblée, lorsque je l'ai rencontré, je me suis aperçu que son apparence, elle dénotait très clairement avec les faits qui lui étaient reprochés. Docteur Laurent Laillé, expert psychiatre. Parce que donc Monsieur Valentin Marconne, au moment où je le vois, il est âgé de 29 ans, il est plutôt de petit gabarit, il porte des lunettes à gros foyer, ça lui donne un style assez particulier, et la voix est fluette et l'attitude est très empruntée. Et il va s'exprimer avec moi sans aucune réticence, mais ce que je vais relever, c'est que le ton va être extrêmement neutre, monocorde, et surtout marqué par des difficultés à exprimer ses émotions. La seule élément que je pourrais relever, c'est lorsque je vais évoquer un peu plus tard dans l'expertise sa famille, ça sera un moment un peu d'effondrement et il va adopter une toute autre posture puisqu'il va avoir les larmes aux yeux et ça sera le seul moment de l'examen. Et d'emblée, avant même que je lui pose une quelconque question, il va aborder spontanément donc les faits qui lui sont reprochés et il va m'expliquer, donc force de détail, que le 11 mai 2021, il s'est présenté donc comme d'habitude, ce sont ses termes, à son poste donc à la scierie Tessonnière sur la commune des Plantiers, alors qu'il avait passé une mauvaise nuit. Et il me dira, il y avait des orages, j'avais pas dormi. Mais je relèverai plus tard dans l'expertise qu'en fait, il n'avait pas dormi pour de toute autre raison
puisque je m'apercevrais qu'en fait, ça faisait plusieurs nuits, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il guettait la nuit sur son canapé armé de son fusil, comme si un danger allait arriver. Donc après cette nuit qu'il qualifie dans un premier temps de difficile, il va se lever à 7h du matin, il prend ses affaires et il va, et c'est son rituel, assez nouveau mais un rituel quand même, enfiler son gilet pare-balles, puisqu'il en porte un depuis 6 mois, et prendre une arme dont il s'était muni depuis près de 4 mois et qu'il portait en permanence sur lui. Lorsque je l'invite à me donner des précisions sur pourquoi cet arsenal, il va revenir très très longuement, et c'est là un élément clé de l'expertise, sur le contexte d'insécurité qu'il vivait. Et il va faire remonter ce contexte d'insécurité à 3 ans auparavant, alors qu'il était employé communal. Il arrive dans une mairie au fin fond des Cévennes, où bien évidemment on ne respecte pas à la lettre les directives du code du travail, et encore moins les directives de la sécurité au sens où l'inspection du travail pourrait l'entendre. Maître Florence de Prato, avocate de Valentin Marconne. Et lui, avec cet esprit de sens juste, la loi est la loi, le règlement est le règlement, sur des bêtises, sur des futilités, pour nous, qui sont des futilités, mais pour lui, c'est pas des futilités, c'est fondamental. Et c'est là qu'on s'est rendu compte avec ma consoeur qu'il a une vue de la société, son prisme n'est pas du tout le même que vous et moi. Un exemple, à un moment donné, on lui fait couper des haies avec une cisaille qui est pas aux normes, il va voir le maire, comme ça, et il lui dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc le maire en question des Plantiers décide de pas renouveler le contrat. Et là, Valentin, ça fait un électrochoc dans sa tête. Il supporte pas. Pour lui, c'est une injustice criante. Comment ça, on ne renouvelle pas mon contrat? Eh ben, je vais aller au prud'homme comme un grand et je vais gagner. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça se passait lorsque vous travailliez à la mairie? Docteur, le maire se croyait tout permis. Il faisait n'importe quoi. On travaillait avec du matériel qui n'était pas aux normes. C'était scandaleux. J'ai été au prud'homme. J'ai perdu. Pourtant, j'avais accumulé plein de preuves. Alors j'ai bien compris que c'était parce que le maire, il était de mèche avec la police et la justice. C'était un complot. J'ai écrit aux autorités, au procureur, à Emmanuel Macron. Et il se passait rien. Vous avez donc un gros sentiment d'injustice. Bah oui, bien sûr. Mais j'avais peur aussi. Le maire, il m'a menacé. Il me disait que son frère était chasseur. Et puis il était de mèche avec le gendarme auprès de qui j'ai déposé plainte. Et comment vous gériez ça au quotidien? Ah ben chez moi, j'ai installé des caméras partout pour me sécuriser. Et j'avais même un drone. Et j'avais des armes pour me protéger. Et puis je portais toujours un gilet pare-balles. J'avais peur qu'on me fasse du mal. Le maire et le gendarme, depuis 3 ans, ils m'ont pourri la vie. Il va rencontrer une petite période d'accalmie lorsqu'il va obtenir un nouveau poste, donc au sein de la série Tessonnière, sur la commune des Plantiers. Et donc dans les premiers temps, fort de ce nouveau poste, il s'apaise. Mais rapidement, les difficultés relationnelles vont réapparaître, et cette fois-ci avec son nouveau patron, son nouvel employeur, donc au sujet d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Et Monsieur Marconne se met à ruminer douloureusement des impressions de brimade ou de mépris, persuadé qu'au sein de la Syrie, on fait des allusions désobligeantes à son égard, qu'on parle de lui dans son dos, qu'on veut l'évincer pour faute grave. Et donc ce complot, ce qu'il pense être ce complot qui vise sa dignité, va se renforcer et aboutir peu à peu à une certitude. Et donc, le jour des faits mis en cause, ce fameux 11 mai, il va se présenter comme d'habitude, comme l'habitude de ces dernières semaines, à son travail, armé, protégé d'un gilet pare-balles. Et donc, il va ressentir une atmosphère tendue. Et en plus, il aurait, je dis bien il aurait parce que c'est au conditionnel,
surpris une conversation qui lui aurait fait penser qu'on voulait l'évincer de son travail pour faute grave. Et c'est là le point de bascule, que son patron va s'adresser directement à lui, mais pas seul, épaulé de cet employé. Et Monsieur Marcon donc est tourmenté, puisqu'il a passé une nouvelle nuit difficile, puisqu'il guettait sur son canapé, fusil à la main, les menaces potentielles. Son collègue de travail se rapproche de lui, et il va percevoir ces deux individus comme deux assaillants. Et c'est alors qu'il va sortir son arme et tirer brutalement. Et il va dire, et je trouve que cette phrase résume à merveille son état de pensée, « Sur le moment, j'avais la haine. Tout ce que j'avais accumulé depuis tout ce temps, je leur ai tiré dans la tête, j'ai tiré 4 fois. » Mais à distance de son acte, puisque lorsque je l'ai examiné, nous étions 3 mois et demi après son passage à l'acte, il va reconnaître d'une part qu'il n'avait aucun grief avec son collègue de travail, et d'autre part que les tensions avec son patron ne justifiaient en aucun cas cette justice expéditive. Mais là encore une fois, il va avoir une phrase extrêmement révélatrice de son état de pensée, puisqu'il va dire « Le maire et mon patron avaient la même attitude. Ils abusaient de leur position. » Voilà la clé de la perception de Monsieur Marcon. Code B6. Expertise psychiatrique du docteur Laurent Layet. On trouve chez Valentin Marcon une personnalité sensitive qui correspond à un caractère impressionnable par des expériences vécues, mais qui les élabore longuement en profondeur sans laisser paraître de signes extérieurs. Et en fait, Monsieur Marcon, qui a tendance à intérioriser les conflits et à ressasser douloureusement ses difficultés relationnelles, va petit à petit élaborer par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées avec le maire, par rapport aux difficultés qu'il a rencontrées avec son nouveau patron de la Syrie. Docteur Laurent Layet, expert psychiatre. Un sentiment de honte et d'humiliation. Et c'est à partir de là qu'il pense évoluer dans un milieu hostile ou méprisant à son égard. Et son isolement social va aggraver cette impression de persécution. Donc il va alors ruminer douloureusement ces impressions de brimade et de mépris, et il va développer des idées de référence qui vont rapidement devenir des certitudes. Et c'est pour ça qu'il va progressivement équiper son habitation de caméras, puis équiper son véhicule de caméras, puis se mettre à porter un gilet pare-balles, puis se mettre à porter une arme. Et donc, il va se trouver, finalement, en permanence sur le qui-vive, parce qu'il craint d'être confronté à ses persécuteurs, donc le maire de la commune, le frère du maire de la commune, ou le gendarme qui était en charge de son dossier. Et la vraie vérité, c'est que le jour où il bute son employeur et son collègue de travail... Maître Florence de Prato, avocate de Valentin Marcon. Si sur le trajet de retour de la Syrie à sa maison, il croise le maire ou le gendarme, moi j'aurais pas mis ma main au feu qu'il les tue pas également. Parce que là on est dans le paroxysme de son délire. On peut émettre l'hypothèse d'une forme de continuum. C'est-à-dire que Monsieur Marcon, il a été confronté dès son plus jeune âge à des expériences adverses. Dans son enfance, c'était les élèves qui étaient avec lui en classe, qui l'ont brimé, qui l'ont raillé. Et ensuite, professionnellement, il a aussi dû batailler pour essayer de se faire sa place. Donc oui, il y a une forme de continuum dans la trajectoire scolaire et professionnelle de Monsieur Marcon qui font qu'il est extrêmement sensible à toute forme de remarque extérieure et très rapidement, il peut se renfermer sur lui et c'est là, effectivement, qu'on mesure toutes les clés médico-légales
du passage à l'acte de monsieur Marcon. En janvier 2024, 2 ans et demi après son crime, Valentin Marcon comparaît devant la cour d'assises du Gard pour les assassinats de son patron et de son collègue. Il a 32 ans et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Europe 1. C'est tout le village des Plantiers qui se tasse dans la salle d'assises de Nîmes pour le début du procès de Valentin Marcon. Un public empressé, venu voir de leurs propres yeux celui que la presse a surnommé le Rambo des Cévennes. Celui-là même qui s'est terré dans la forêt pendant 4 jours, traqué par plus de 300 gendarmes. Épuisé, il s'était finalement rendu aux forces de l'ordre. Faites entrer l'accusé. Tout le monde est très très étonné de voir cette bête de cirque, parce que ça faisait un peu bête de cirque quand même. Et on a en permanence ce regard, les caméras, à chaque interruption, les journalistes veulent qu'on fasse des interviews. Donc il y avait un monde de fous, on voulait voir le tueur des Cévennes. Et en définitive, tout le monde s'est dit waouh, c'est lui le tueur des Cévennes. Personne ne s'attendait à voir cette morphologie en fait, personne. Et quand il s'est mis à parler, encore moins, parce qu'il a une voix d'enfant, il a une voix d'ado qui a pas mué. Il fait de la peine quand on l'a vu dans ce box. On a presque envie de le prendre dans ses bras et de le protéger tellement qu'il fait, il fait fragile, il fait frêle, il est, voilà, il fait pitié quoi. C'est le même homme que je vois dans le box que celui que j'ai eu à examiner assez longuement dans le parloir dans lequel je l'ai rencontré. Alain Penin, expert psychologue. Il a toujours les mêmes petites lunettes rondes, il est immobile, il est taisant complètement, il n'a pas la moindre réaction au plan émotionnel, il ne dit pas un mot, et donc finalement je ne le trouve absolument pas différent de celui que j'ai examiné en avril 2022. Il est attentif, il est concentré, il écoute ce qui se passe et il voit ce qui se déroule, il entend ce qu'on lui dit. Il ne prend pas la parole avant d'y être invité, donc il a une attitude d'un calme étonnant. Il a de la culpabilité, parce qu'il a compris qu'il a détruit 3 familles, parce que même celui qui est pas mort, il a un impact psychologique, il aurait pu faire un arrêt cardiaque, voilà, il est traumatisé le garçon qui est survivant là. Hein. Ça, il en a conscience. C'est quelqu'un qui est tellement psychorigide, il n'a pas trop d'humanité, quoi. Il est un peu lisse, vous voyez, quand il parle, il y a pas d'affect. Il est robotisé, quand il parle, il est robotisé. Il manque de « je m'exprime avec mes tripes ». Je sais même pas s'il a pleuré d'ailleurs. Moi je pense que ce qui est important, c'est que les jurés puissent comprendre qu'il présente un trouble paranoïaque de la personnalité, qu'il présente un trouble qu'on appelle un trouble sensitif, que j'essaye de manière un petit peu pédagogique de leur expliquer ce qu'il faut entendre par là. À savoir effectivement ces problèmes de fausseté du jugement, ces problèmes de conviction qu'il avait établis et cette rancune tenace qu'il avait accumulée et qui s'est libérée finalement pour un motif futile. Si les jurés ont compris ça, je pense que j'ai fait mon travail correctement. Code B10, expertise psychologique d'Alain Penin. On peut évoquer une dangerosité criminologique forte résultant de la combinaison entre les éléments de personnalité paranoïaque sensitive et le goût pour les armes à feu et le tir de précision. Valentin Marcon doit donc être interdit de tout type de pratique avec armes et bénéficier d'un suivi psychologique et psychiatrique qui devrait débuter en détention. Il a toujours reconnu les faits de la garde à vue jusqu'à la cour d'assises. Il a jamais changé de version. C'est pas quelqu'un qui ment, Valentin. C'est pas quelqu'un qui va vous mentir. Mais encore une fois, sa perception de la réalité étant biaisée, il est dans sa propre réalité, dans sa vérité à lui, dans sa façon de voir les choses. Son père, un jour, on préparait la plaidoirie, etc. Et il me dit, viens, je vais te faire voir sa chambre d'adolescent, qui était restée figée de l'adolescence, quoi. Et là, je vois une espèce de carapace, vous savez, de héros de Marvel, là. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Ben, il me dit, c'est une carapace qu'a construit Valentin lorsqu'il était adolescent.
Et moi, la carapace, ça m'a fait penser à la carapace de protection contre les agressions qu'il a subies quand il était gamin, etc. Et en fait, il s'était construit, là, comme ça, avec ses petites mains, ses petits montages, sa propre protection. Un bouclier contre l'autre, contre les agressions de l'extérieur et de la société. C'est très bizarre. Il a mis ça sur une espèce de mannequin posé, là, comme ça, dans sa chambre. Maître de Prato, vous avez la parole pour la défense de Valentin Marconne. Dans ses marques plaidoiries, a critiqué les articles de presse qu'il avait eus lorsqu'on le définissait comme un grand violent, un mec hyper dangereux, le Rambo des Cévennes, etc. En faisant un parallèle avec le physique et la personne qu'ils avaient toute chétive dans le box. Et ensuite, j'ai fait voir 3 photos où il est, le papa aimant, avec sa petite fille dans les bras, en train de donner le biberon, parce qu'elle était petite. Aujourd'hui, elle a 4 ans, elle avait 2 ans quand il est passé à l'acte. C'est une pression énorme parce qu'on a déjà l'enjeu du dossier, on est en cours perpétuité. Et quand on a fini de plaider, qu'on était épuisé parce qu'on avait quand même perpétuité sur la tête, dernière phrase de parole donnée à l'accusé, le président de la cour d'assises lui dit « Monsieur Marconne, qu'est-ce que vous avez à rajouter ?» Il dit « C'est très grave ce que j'ai fait, si vous voulez me mettre perpétuité, mettez-les moi. » Alors que nous, on plaidait pour pas qu'il ait perpétuité, vous voyez. Vous voyez, ça c'est Valentin Marconne. Parce que la loi, c'est la loi. La loi, elle dit que double assassinat, c'est perpétuité, donc il faut que j'ai perpétuité. C'est cohérent, c'est une forme de cohérence. Valentin Marconne est condamné pour meurtre, au pluriel, à 30 ans de prison, assorti de 15 années de sûreté. La cour d'assises n'a pas retenu la préméditation. Il accepte le verdict. Ainsi se termine ce numéro dont de la raconte Code B, une affaire criminelle vue avec des lunettes psy. Rédaction en chef Guillaume Maury, enquête aujourd'hui de Marion Douzé, réalisation de Guillaume Vassaux. Retrouvez On de la raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.